Et bonjour tout le monde, ici Joris de l'Atelier Fertile. On se retrouve aujourd'hui avec Walter pour nous parler de sa pépinière Atmosphère. Voilà, bonjour Walter. Salut, bonjour tout le monde. Bon, Merci de m'accueillir. Merci pour cette invitation. avec Voilà. plaisir. Voilà, l'idée c'est de pouvoir faire un tour général du projet, du système, faire des retours d'expérience, des conseils pour des personnes qui aspireraient à créer leur propre pépinière. Voilà, on va Ouais, balayer pas mal de volets, hein, du technique, un peu du juridique, de l'économique, etc. Voilà, évidemment, en super. lien sous la vidéo, il y aura donc le site bien sûr de la pépinière elle-même, aussi d'un e-book qu'a édité Walter sur la création précisément de pépinières, qui s'adresse à des gens qui pensent, qui se projettent sur un projet professionnel. Voilà, bah écoute, déjà Walter, bah, je te passe la main pour déjà nous expliquer un peu l'histoire de la chose. Bah, comment est-ce que tu en es venu, arriver dans la Creuse, à faire cette pépinière? Est-ce que tu es seul ou non? Qu'en est-il? Ouais, ouais, l'histoire. L'histoire, c'est que en fait, je suis une troisième génération, disons, paysan ou enfant de la terre. Donc, mon grand-père était dernière génération de agriculteurs en polyculture en Belgique. Mon père a commencé une entreprise de paysage. Donc, moi, j'ai dès jeune âge connu la taille-haie et la tondeuse et le round-up les petits chemins, entre autres. Bref, des plantations, petites pépinières à la maison. Donc moi, j'ai refusé d'aller là-dedans comme jeune adulte, ado. Et donc, j'étudiais l'anglais avec l'idée de devenir enseignant d'anglais ou voilà, de pouvoir voyager avec. Euh, et en fait, j'ai enseigné quelques années et à chaque fois, je regardais dehors et ça me manquait d'être dehors. Donc, je me suis réalisé qu'en fait, mon chemin, il est pas là. Je suis devenu papa, j'ai étudié l'architecture paysagère les soirs et j'ai commencé ma boîte de paysage en Hmm. Belgique. Et donc, J'ai fait ça cette... pendant 7 8 ans et avec des jeunes en insertion. Donc, j'accueillais des jeunes en difficulté, donc avec des difficultés de comportement. Et avec des sous-traitants, en fait, c'est une entreprise qui s'est vite développée, donc terrasse, aménagement. Donc, on faisait conception, aménagement, entretien. Donc, les trois facettes du paysage. Mon épouse est tombée malade durant la grossesse de notre fils. Et en fait, elle a conquéri cette maladie, ce qui est un cancer, à 30 ans. Voilà. Et après, on n'avait plus aucune peur, en fait. Ça Hmm. nous, ça nous a conforté de faire le choix qu'on voulait faire, de faire de notre vie ce qu'on voulait faire. Et donc, on a dit, on vend tout en Belgique, on vend la boîte, on vend la petite maison et on se casse. Et donc, en cherchant en ligne, j'ai trouvé une entreprise hollandaise qui cherchait un maître d'œuvre pour un grand jardin à l'anglaise. Un grand jardin à l'anglaise, donc un grand projet. Le projet était designé, mais l'aménagement. C'était un projet de 3 mois. Et donc, on est parti avec les deux petits choupis. Mon épouse, moi, les deux petits choupis, on avait un gîte de la propriétaire. Et donc, on a aménagé un jardin dans le Cher, qui n'est pas loin de la Creuse. Et donc, les week-ends, on se balade. On dit, mais ouah, c'est beau ici, il y a beaucoup de place. Et on commence à regarder un peu le prix de l'immobilier. Et on se dit, waouh, en fait, on trouvait des fermes à des prix, pour un prix d'un garage en Belgique. Et donc, en fait, ça a reconfirmé que ce choix est parfaitement possible aussi financièrement. On se dit, si on vend la petite maison qu'on a, on s'achète une fermette, une ferme, voilà. Et donc, première ferme, c'était dans le Berry, le sud du Berry, c'est pas loin de où on est aujourd'hui. J'ai pas commencé une pépinière, on a commencé un éco-camping qui, malheureusement, par les repreneurs, ne marche plus. Mais en fait, on a fait tourner pendant 3 ans, on a rénové le bâtiment. On était pionniers dans l'éco-camping, donc toilettes sèches, potager, transformation de ce qu'on cultive en repas, table d'hôtes avec plein de petits animaux, voilà, dont l'histoire des cochons pour les personnes qui me suivent un peu. Bref, sorte de découverte des buts du potager, de plein d'animaux ensemble, de dire oui à tout, de faire 1200 litres de jus de pomme, voilà, toutes des expériences de la vie paysanne, jusqu'à arriver à un épuisement total. Et cet épuisement, en réflexion, introspection hivernale,
est venue l'idée, ici, on ferait une pépinière et on n'accueille plus du public et on travaille à la maison. Mm. Alors, une vision étincelante d'une sorte de pépinière, abondance, forestier, jardin-forêt. Parce que j'étais déjà à fond dans les formations avec Franck Natier, Benjamin Broustet, j'ai rencontré aussi à l'époque, voilà. Dans ce petit mouvement pionnier en France. Et voilà, on a tout vendu. Éco-camping vendu. Et on s'est posé pendant 1 an pour chercher le terrain parfait. Donc moi, j'avais défini, parce que le premier projet, on n'avait pas vraiment fait un design complet, profond. Et en fait, on s'est épuisé. Et, euh, et, euh, et donc, j'avais défini le terrain parfait, plat, limoneux, terre profonde. Je savais que j'allais tomber sur de la granite ou schiste. Voilà, ça c'était sûr, en restant dans la Creuse. Maison, pas trop de boulot, donc plus à rénover une grosse fermette pour commencer la pépinière directe. Et donc, ça nous a pris 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça, pour qu'un jour on tombe sur où on est aujourd'hui. Les Chaumes, c'est la maison dans la prairie. On est tout seul. On est carrément tout seul, au bout de la route. En fait, la route s'arrête à la maison. Et donc, on a commencé l'histoire de Atmosphère avec. Donc, on a mis notre budget dans la rénovation de la maison pour une équipe qui a rénové. Et j'avais un tout petit budget pour commencer la pépinière et une vision étincelante et une estime de moi ou une croyance dans mes et nos compétences pour arriver à cet objectif. Mhm. Merci. Et alors, c'était sur quelle surface d'ailleurs que l'installation s'est faite? Ouais, donc en fait aujourd'hui, hein, donc j'ai commencé ma première pépinière, c'était 200 mètres carrés. C'est ça Mhm. que j'enseigne aujourd'hui. En fait, j'ai commencé avec 200 mètres carrés. Ouais. Donc la première année, 200 mètres carrés remplis, où j'ai donc construit cette ombrière déchaînée parce que j'avais pas un rond. Donc j'ai juste pensé à mettre des chaînages verticalement. J'ai suspendu des bambous dedans. Et au début, c'était encore de l'arrosage de surface, donc Mhm. des asperceurs qui étaient en bas. Donc déjà, les premières expériences de galère, de perte, de la totale. Mais en fait, j'ai commencé à aller sur des foires aux plantes et je vends tout mon stock on a fait quoi? 6 foires aux plantes? Ouais, 6, 7. Et je dis, waouh! Et donc, c'est sous un tout petit peu pour vivre et réinvestir. Et donc, là, après, on a fait 500 mètres carrés. Ouais, on Mhm. a doublé fois 2,5. Et on a fait 500 mètres carrés. De nouveau, j'ai essayé de tester avec l'arrosage. Je mettais sur des piquets en châtaignier. Je taillais très bas, parfois au mauvais moment, donc de ne pas avoir les repousses pour le mois de septembre. Bref, j'ai plein de petites erreurs. S'il y a des questions là-dessus, on peut approfondir. Et donc, de nouveau, foire aux plantes, accueil à la ferme. Mais accueil à la ferme, c'était hyper énergivore parce que le public en Creuse n'est pas intéressé dans un Belge farfelu qui cultive des plantes partout. Et tout le monde a un verger et tout le monde a des groseilliers. Et voilà. Et donc, en fait, notre public accueil à la ferme, c'était les mamies qui avaient plein de temps, qui ne venaient pas poser tout l'après-midi, qui sortaient avec une avant de 2,20 €. Ah, et c'est mon beau-frère qui, à ce moment-là, donc on faisait de nouveau des foires aux plantes, on vendait le stock. Et je lui disais à mon beau-frère, je lui dis, mais là, il faut autre chose, quoi. Il faut autre chose. Là, les choupis sont petits, mes enfants, donc là, ça va faire. Maya avait 9 ans et Thibaut, il avait 4-5 ans. Et donc, en fait, on les remballait sur des foires aux plantes, donc un gros camion. Le vendredi, 4 heures à l'école, enfant dans le camion, boum, à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg, à Paris. Tu débarques avec toutes tes plantes, tu les sors toutes. Tu installes les lits pour les enfants toi-même à minuit, à 1 heure de la nuit. Tu dors à 6 heures. Il faut faire ton stand. La course, parfois du mauvais temps, parfois les enfants qui traînent, si les phares ne sont pas axés sur les enfants. Donc, c'était galère, galère. On revenait les dimanches nuit, parfois les lundis matin tôt, pour amener les enfants complètement fatigués à l'école. Allez, c'était très épuisant. Voilà.
Ah oui, Et donc, donc, ouais, quelques foires dans l'année, mais par contre, dispersées sur toute la France. Ouais. ouais, dispersé sur toute la France. Et donc, ouais, vous êtes tous conscients des distances et du temps que ça prend. Et aussi, bah, au niveau un pied carbone très élevé. Et donc là, vient mon beau-frère avec l'idée, bah, on monte un site. Moi, toi, Mhm. tu t'occupes de l'idée à comment tu vas envoyer les plantes, parce que ça, c'est pas mon affaire, c'est débrouille-toi. Et moi, je vais te faire un site. Je vais te faire un site et après, tu te débrouilles. Et donc, il nous file un logiciel Odoo qui est vraiment fait pour des grosses entreprises, un truc hyper complexe, pas ergonomique. On travaille encore toujours avec parce qu'on est coincé là. Et vraiment galère. Mais on a un premier site. Et donc, après 3 ans, on fait notre première année en ligne. Ok, Et donc l'année, pour que je resitue, l'année de démarrage, c'était l'année quand? 2015, Ah, 2015, ouais. On a commencé en 2012 et 2015, on a fait le premier hiver en ligne. Et donc, on avait de nouveau agrandi un peu. On avait une gamme très diversifiée. Mais moi, je n'osais pas me profiler avec une gamme qui s'axe sur les jardins et forêts ou avec des méthodes permacoles. Donc, moi, j'avais pas Je dis non, moi, j'ai des plantes. Voilà, allô, je suis là. Ouais, j'ai des plantes. Et en fait, là, en rencontrant un peu les groupes pionniers de la permaculture en France, et ils ont visité notre projet, ils m'ont rencontré, ils ont dit, mais Wally, mais t'es une pépinière permacole, faut que tu vas là, go, 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 go. Et ouais, c'est là est née l'idée, voilà, Atmosphère, on a fait le logo, pépinière permacole, et on a gardé cet axe depuis, hmm, ok. depuis entre-temps. Avec la grosse différence que les premières années, j'ai dit oui à tout. Donc, grosse gamme, gamme, grosse diversité. Et Et oui, en t'en es fait, arrivé jusqu'à combien de références? 1002 au pic, on était à 1200 références, c'est ingérable. Et donc, en fait, on avait toute la contrepartie d'avoir une telle gamme, quoi. C'est des nuits blanches, c'est des organisations incroyables. On était aussi confrontés à la première fois dans notre vie d'avoir de la trésor, mais pas du temps. Comment tu gères? On a besoin de quelqu'un, mais qu'est-ce qu'on prend? Ça coûte combien? Les charges sociales, c'est quoi tout ça? On était dans un statut de micro-bénéfice agricole. Toute cette découverte-là. Le début du marketing, le début d'un Hmm, produit gratuit, les mocs et les haies, toute cette découverte-là. Et ok. une courbe d'apprentissage incroyable, incroyable. Mais donc, pendant 3 ans, jusqu'à 2018, on a couru comme des poulets sans tête. Kathleen et moi, et après, on est tombé sur un jeune homme incroyable, Vivien, qui était là au début, qui nous a assistés, qui est un grand bosseur, un décroissant, un amour de mec. Et en fait, à nous trois, pendant 3 ans, on a tenu ce truc de... C'est vraiment formule. On est allé d'une vieille bécane mobilette à Formule 4 en 1 ou 2 ans. Et donc, on retrouvait à combien maintenant? Maintenant, on est à 8 même 9 en autre saison. Donc, on a 9 personnes de maintenant, la Sainte-Catherine, la semaine prochaine, jusqu'à mi-mars. Jusqu'à mi-mars, il y en a 2 qui quittent pour l'envoi. Et après, cette année, je vais chercher une équipe de greffeurs, greffeuses. Voilà. Hmm, En fait, ça va être la première année que je vais vraiment composer une équipe. Je vais bientôt chercher. ok. Euh, et donc là, je n'ai pas encore décidé combien. Moi, j'aimerais bien être à 5, 6 personnes plein temps, ouais, pour greffer pendant un mois. Pendant un Et- mois. Et une personne qui greffe bien fait 100, 125, 150 pieds par jour. Donc voilà, faites les calculs, 5 jours par semaine pour avoir une grosse gamme greffée. hmm, Donc ouais, aujourd'hui, mais 8 en intégrant Julien. Donc Julien et moi, on se concentre surtout sur les formations aujourd'hui. Donc en fait, ils sont 6 à gérer la pépinière. d'accord. Alors, quelle structure juridique a été choisie? Ouais.
la Société civile d'exploitation agricole, qui est un des plus vieux statuts agricoles en France, qui est le plus vieux statut agricole en France, qui date de Napoléon et qui n'a pas été changé depuis. Et qu'est-ce que ce statut permet? Donc, on a commencé en micro-BA, cotisant solidaire. En fait, c'est ce que j'enseigne, et soyez une tortue et pas un lièvre. Donc, si on accélère, parce qu'on l'a fait, en fait, on a commencé en société, on ne pigeait pas et on ne pouvait pas payer les charges. On n'avait pas compris la logique d'investissement. Donc, on a dû déposer un bilan au début. Donc, c'était les années de foire aux plantes aussi. Et donc, juste avant notre premier site en ligne, on a choisi pour la micro-bénéfice agricole, qui est un super statut pour commencer. Et donc aujourd'hui, dès qu'on dépasse 87 000 euros, 85 500, je crois, 87 000 euros de chiffre d'affaires. 88 500 de mémoire, il me semble. Enfin, c'est révisé tous les 3 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Dès qu'en fait, on commence à rentrer dans une logique, déjà, si on fait un tel chiffre d'affaires, ça veut dire que presque tout seul à 2 personnes, c'est plus gérable, ça devient trop. Donc, on rentre dans une logique de salaire, de aide, de saisonnier. On rentre aussi dans une logique d'investissement. Et donc, en fait, on choisit pour une société. Et donc, comme voilà, c'est moi et mon épouse, donc on a étudié. C'est un copain qui me disait, regarde la SEA. En fait, c'est une exploitation agricole, donc c'est l'activité principale, mais tu peux faire des activités artistiques, immobilières et intellectuelles. Oui, donc ça permettait d'être assez large. C'est un éventail de possibilités. Donc, ça veut dire, si on fait ça, on peut vendre des t-shirts, oui. On peut faire de l'agrotourisme, oui. Et on peut faire des formations aussi, oui. Ah, super, génial. Voilà. Et deuxième découverte de ce statut, c'est que en fait, en capital social, il n'y a pas d'agent, comment on appelle ça, un agent des... Donc, pour composer son capital social, en fait, on a un abattement de 10% sur son capital social sur lequel on n'est pas taxé, si je le dis correctement. Et donc, en fait, tout ce qu'on avait comme pelle, brouette, tondeuse, tracteur, tout ce que j'avais trouvé dans ma vie est devenu notre capital social. Donc, en fait, on a monté une société avec un capital social assez intéressant, avec tout ce qu'on avait. Sauf la maison, bien sûr. Mais donc, tout ce qui était outillage de jardin, stock de plantes. J'ai entré le stock de plantes que j'avais cultivé l'année d'avant. Donc, c'était super intéressant pour commencer comme ça. Et donc, aucun regret jusqu'à là. Encore toujours grand fan de ça. Ok, donc on a une structure juridique qui est celle de la SCEA, Société civile d'exploitation agricole. Et là-dedans, j'imagine que tous les associés ont le statut d'exploitant agricole. Ouais, absolument. Ouais. Après, on a Nico. Nico, il a 5%, il est salarié CDI et donc associé. Okay. Et donc, Kathleen et moi, on est exploitants agricoles. Ouais, ça marche. Alors, voilà, une des grandes questions forcément qui va revenir sur une personne qui envisage, voudrait se projeter sur un projet pour faire les choses simples, mettons qu'il soit seul, et que ce soit son activité principale. Toi, tu dirais, à la louche, hein, mais une fourchette sur la surface de terrain nécessaire et sur le budget. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à ce niveau-là? Ouais, c'est ce que j'aborde dans le livre. Hein. En fait, on peut commencer avec 200 mètres carrés. Donc, il y a énormément de personnes qui aujourd'hui choisissent d'aller, on appelle ça une décroissance, mais moi j'appelle ça une révolution. C'est de quitter des milieux citadins et c'est surtout en famille, en couple, voilà, d'aller vers la campagne ou la campagne des villes et d'être content avec moi. Et honnêtement, dépendant du conditionnement du végétal et la gamme, donc il y a des gammes de végétal avec des grands plus-values ou avec des prix de vente très chers ou avec des prix de vente très bas. Et il y a les conditionnements qui sont les pots ou la pleine terre. Mais en fait, quand on choisit pour un système hors sol, en conteneur, à partir de 200 mètres carrés, on peut facilement générer un SMIC pour une personne avec donc 3-4 mois
très intense et 8 mois, Ouais. dont il y a 2-3 mois où il n'y a presque rien à faire. Euh, et générer 40 000, 30 000, 40 000, 60 000 euros de chiffre d'affaires avec 200 mètres carrés hors sol. C'est énorme. La première fois que j'avais fait la lombrière déchaînée de 200 mètres carrés, en fait, j'avais fait pour 2 000 euros. Aujourd'hui, avec tous les prévisionnels que je vois passer, on peut quand même dire que ça a doublé. Ouais, ça a doublé. On va vers 2 000 euros pour 100 mètres carrés. Une ombrière maçonnée avec des profils en métal et avec des arrosages suspendus et avec une pompe et un petit atelier de pompe. Est-ce que tu aurais un visuel pour qu'on Ouais, tout le monde puisse se ouais, représenter absolument. la chose? Ouais. Je, je share my screen. Ah, ta, 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 ta. Ah, security privacy. Ah, il n'a pas trop envie. Ah. Pas trop envie. En général. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Pourquoi? Tac. Zoom, micro. Zoom. Désolé. Ok, ça y est, on a résolu le problème technique. Alors, en quoi ça ressemble une ombrière déchaînée? Ouais. Donc, une ombrière déchaînée, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est on fait le moins de travail de terre possible, donc la plus petite intervention. L'idée, c'est aussi que le sous-sol où vous voyez donc la toile tissée, qu'il est plat. Donc, si jamais vous commencez une pépinière sur une pente, en fait, il faut quand même faire un terrassement. Et donc voilà, ce sont des chaînages de maçons qui sont à la base, c'est de la ferraille, du fer à béton en carré 10-10-8-8, qui était à l'époque pas très cher, mais qui a donc flambé en prix. Et donc on les maçonne de façon verticale. Ce sont nos éléments porteurs pour donc les profils métalliques qu'on vient poser et attacher dessus pour après, euh, pour après attacher donc des tuyaux d'arrosage en hauteur. Donc, en D'accord. fait, en Ces détail. profils métalliques, ils sont soudés ou Ouais, ils sont entourés de boîtes à gants? on peut les souder. Nous, on utilise des serre-clips parce qu'on n'est pas trop axé avec mais des personnes voilà, qui aiment Mhm. souder, savent souder. C'est la meilleure chose, c'est de souder. Ouais. Voilà. Nous, on utilise des serre-clips assez épais, ce qui marche assez bien. Ici, je n'ai pas un super visuel. Et après, l'idée, c'est de utiliser un tel dispositif d'arrosage. Donc, les tuyaux d'arrosage, les PE, sont attachés au profil. Et ça, c'est ce qu'on appelle des asperceurs pendulaires. Et donc, parce que dans mon expérience, j'ai utilisé des systèmes d'arrosage qui étaient assez bas. Et donc, Mhm. dès que le rayon d'arrosage touche une branche ou une feuille, en fait, toutes les plantes derrière ne reçoivent plus d'eau. Donc, on a eu énormément de pertes. Et voilà, un jour est venue cette idée de pourquoi pas arroser dans l'eau. Et en fait, c'est dispersé également sur tout le végétal. Faut pas s'inquiéter pour des plantes qui sont en pleine croissance. Faut quand même pas qu'il y ait des plantes qui touchent les asperseurs. Mais bref, on les suspend à 2,30 m, 2,40 m. Mhm. Et nous, on arrête à 1,50 m. Donc, en fait, ça correspond parfaitement. 1,50 m, ce qui doit correspondre forcément à la limite de taille pour les colis postaux. Exactement. Et donc, l'idée, c'est un peu ça en dessin. Donc, on commence avec un terrain nu. L'idéal, c'est d'avoir accès. L'idéal, c'est la condition, le prérequis, c'est d'avoir accès à l'eau et l'électricité, ou en tout cas de pouvoir l'installer. Et s'il y a un petit cabanon où vous avez la maison ou une serre à côté, Mhm. c'est Mhm. l'idéal. Hop, on installe l'ombrière déchaînée hors sol avec une toile tissée à 130 grammes le mètre carré, professionnelle. Donc, pour éviter les adventices dans les caisses, ça, on veut à tout prix. Et après, on multiplie le végétal et on range comme on veut. Donc, si on veut accueillir du public, il faut faire des chemins très larges. Donc, on peut mettre moins de végétal. Il faut bien mettre des pancartes, les prix, etc., pour Mhm. que vos clients peuvent marcher dans la pépinière.
Euh, et après, nous, on optimise au niveau logistique pour stocker un maximum de végétal sur place. Donc là, on a une petite photo de drone où, en fait, là, aujourd'hui, ça, toute cette zone-là en Ah, bas, attends, tu vous dois avoir voyez changé. encore Ah une voilà, ça y est, partie. ça s'affiche. Voilà, ok, on y est. Toute cette zone, aujourd'hui, c'est 1400 mètres carrés de hors-sol. Voilà, on cultive ouais, 75 000 pots à l'année. Ça, c'est la maison où la route s'arrête. Et donc, on a un champ en gauche à haut où on fait la culture en pleine terre. Et on a donc le jardin forêt à droite, qui est donc la base des ressources génétiques. Donc, où on récolte donc les sarments, les racines, des graines, des greffons. Mais j'ai aussi des pépinières à greffons. Je n'ai pas de visuel de ça, mais pépinières à greffons qui sont donc des arbres fruitiers de variété qui sont coupés en têtards, qui sont donc ratiboisés, coupés en têtards, en trognes, chaque année pour faire que des jeunes pousses. Et c'est incroyable en fait parce que les arbres réagissent très bien, font énormément de greffons. En fait, ces arbres ne servent qu'à faire des greffons. Mhm. C'est hyper efficace. Si jamais vous voulez, j'ai un petit film, mais je ne sais pas si le son va- Ouais, je sais c'est pas si vous probablement entendez le le son son. va. Dans mon expérience, ça marche pas très bien au niveau de l'enregistrement du son. Bonjour, je m'appelle Walter, je suis pépiniériste et formateur. Ça vous donne une Bienvenue dans la idée pépinière. de l'ombrière déchaînée après tant d'années. On a créé une formation pour créer un tel cadre de vie, un tel cadre professionnel, parce qu'on aura besoin d'une armée de pépiniéristes Nico. afin de pouvoir reverdir nos paysages et de créer des jardins abondants. Il y a une demande explosive, une prise de conscience explosive vers plus d'autonomie et l'ingénierie de l'agroforesterie et la permaculture offrent des réelles solutions. Ok. Donc, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Et Demain, là, vous êtes vous êtes bien. pépiniériste. Pas mal. Ok. Ça marche. Bah, ça vous donne une idée Oui, bon après. visuelle. Je vais arrêter Oui, oui, le bah, partage après, d'écran. ils pourront retrouver, j'imagine, cette vidéo-là sur la chaîne YouTube La Pépinière. Je mettrai le lien aussi sur la vidéo. Alors, premier questionnement, c'est quoi l'espacement nécessaire pour les passe-pieds si tu es uniquement sur ta circulation à toi, sans public, hein? Sans public. Oui. Ouais. Bah, pour moi, en fait, nous, on travaille avec des caisses de maraîchers donc, qui ont des dimensions de 60 cm de long, 30 cm de large. Donc, une planche de clôture fait deux caisses de maraîchers, 120. Mhm. Et on prend une caisse de maraîcher, 60 cm, pour faire des Mhm. passages. Ok. Et donc, c'est un passage qui est limité, en brouette, c'est limité. Donc, c'est vraiment un passage piéton pour aller chercher du végétal avec une caisse dans les mains. Mais on fait en sorte qu'il y a toujours des axes centrales sur lesquels on revient avec des brouettes et que les cheminements vers les plantes sont le plus courts possible. Ok. Donc, dans la conception des planches, en fait, une fois qu'on a une ombrière déchaînée, on peut définir la direction des caisses et des planches. Mhm. On peut. Après, c'est vrai que 60-30, c'est vraiment un standard, quoi, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Et t'as quel format au niveau des pots? Des pots, ouais. Nous, on va de P7. P7, c'est les petits pots carrés. P7 jusqu'à 3 litres maximum. Ok. Donc, c'est vraiment pour des raisons logistiques à cause du poids. Et aussi, comme notre végétal doit en général rester assez bas, jusqu'à 150 cm. Voilà, on reste en Mhm. pot de 3 litres qui veut parfois dire, mais sur ceux comme on fait qu'une saison estivale en élevage, qu'on a rarement du chignonnage qui est Mhm. inquiétant. Ouais. Ce qu'ils font en fait chez nous, c'est qu'ils sortent des pots, ils s'enracinent à travers la toile tissée et Mhm. ils s'enracinent dans le sous-sol. Donc parfois, il faut les arracher après l'été. Ouais. Et là, oui, effectivement, t'es sûr, on est sur une couverture permanente du sol. C'est donc, oui, une autre solution qui serait la bâche d'ensilage de récupération. Je comprends qu'elle est moins pratique.
Ah ben, elle fera des flaques d'eau, en fait. Elle est assez... la toile tissée est tissée, donc en fait, elle fait passer l'eau. Et en fait, la bâche d'ensilage, elle se déchire vite, hein. Elle n'est pas conçue pour marcher dessus en tout le temps. Et elle ne fait pas passer l'eau, donc on aura des flaques d'eau partout. Ouh là là, la galère. Ouais, c'est top. La bâche d'ensilage peut être utilisée pour couvrir des planches, des futures planches de culture en pleine terre, par exemple. Ok, ça marche. Et non, disons ce modèle-là de lombrière de 200 mètres carrés, alors, est-ce que tu as un ordre de grandeur à donner sur les consommations d'eau? Ah oui, ouais. Attends, il faut que c'est par 400 mètres carrés, un mètre cube. Donc 500 litres. 500 litres par jour sous condition, donc c'est ombragé. Donc, si vous plantez des arbres à côté des chaînages, ça prendra 3, 5, 7 ans avant que les arbres créent une ombre totale. Donc, on met des voiles d'ombrage pendant 3 à 5 ans. La composition du terreau est important aussi. Il faut rajouter éventuellement de la vermiculite, de l'argile expansée, des billes d'argile, mais c'est très cher. Donc voilà, pour une meilleure rétention d'eau, donc 500 litres par 200 mètres carrés en cas de sécheresse, hein, donc en plein été, le 21 juillet, 14 juillet, 21 juillet. D'accord. Donc, oui, ça c'est au plus fort de la saison estivale. Et sur l'année, il y aurait une idée de combien de mètres cubes ça consommerait? Pour les 200 mètres carrés, de nouveau, en fait, on arrose, on commence au mois de mars et ça arrête maintenant. Mi-novembre, dès que les pluies sont là, on discontinue, sauf en serre. Donc, en serre, il faut arroser même toute l'année, même l'hiver, parce que les peaux se dessèchent quand même. Donc, il faut dire qu'on a 3 mois à 500 litres par jour, donc on est à 3500 litres par semaine. Pas 3 mois, là, il va me falloir un petit calculateur. Je m'occupe de ça. Donc, 500 litres fois 7 fois 3 mois, donc fois 12. On est déjà à 42 mètres cubes. Plus le mois de mai, le mois d'avril, moi je dirais que c'est pareil. Donc, divisé par 3. Donc, bien sûr, après, on donne un chiffrage qui est propre à une condition climatique, hein, qui est la tienne. Évidemment, c'est aussi évidemment à prendre en compte, hein, le niveau de pluviométrie n'est pas le même selon notre localité, mais bon, voilà, le retour d'expérience reste intéressant, quoi. On va tomber sur 100 mètres cubes à l'année. Oui, ça nous donne un ordre de grandeur. D'accord. Ouais, 100 mètres cubes pour 200 mètres carrés de pépinière hors sol. Il faut savoir que toute culture en pleine terre consomme en fait beaucoup moins d'eau. Parce qu'en fait, les racines sont dans la terre. Ça dépend aussi de la structure de votre sol, le paillage, la couverture, etc. Il y a beaucoup de variables, mais on peut le diviser par 10. Donc l'usage, même si on installe une goutte à goutte, un arrosage bien efficace pour nos cultures en pleine terre, ce qui est aujourd'hui inévitable. Donc, finalement, dans le système, on va avoir un endroit, disons, de stockage, qui sont liés à stockage et administration, une partie ombrière, et une partie serre aussi, forcément. Là aussi, sur une approche minimaliste, tu conseillerais quel format de serre? Nous, on préconise toujours 10 à 20% de la surface hors sol en serre. Ok. Ça, c'est pour des cultures qui sont adaptées à son biotope. Donc, si on choisit une gamme méditerranéenne et on vit à Lille, en fait, il va falloir démultiplier cette surface. Donc, nous, on utilise les serres en hiver pour des plantes qui préfèrent avoir un peu plus chaud, mais qui sont quand même rustiques. Donc, on va mettre des figuiers, par exemple, dans les serres. On va mettre des arroches de mer qui sont vraiment méditerranéennes, des grenadiers. Mais donc, c'est des serres froides, hein, elles ne sont pas chauffées, elles sont ouvertes aussi. Donc, quand ça gèle dehors, ça gèle dans la serre. Mais ils n'ont quand même pas cette pluviométrie. On peut gérer leur choc hydrique.
parce que en fait, un grenadier n'aime pas la pluie de la Creuse pendant l'hiver. Et on va utiliser ces serres pour des semis et des boutures au printemps et fin d'été-automne. Mhm. Et ça s'arrête là. Et après, une partie d'une grande serre, en fait, c'est pour rempoter en cas de pluie. Et donc, on préconise 10 à 20% de la surface hors sol en serre, sous condition que votre gamme ne dépasse pas. Votre gamme est adaptée à où vous habitez, en fait, Mhm. Ok, au plus ok. possible. Et ouais, après, si on parle du côté commercialisation, finalement, bon, tu es clairement axé sur la vente en ligne. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le mode de commercialisation que tu conseillerais pour une gamme comme la tienne, hein, j'entends, hein, qui serait axée sur le développement de jardin-forêt, ou est-ce qu'il y a des retours, peut-être dans d'autres situations que la tienne, hein, qui seraient sur d'autres modes de commercialisation? Bah oui, absolument. J'ai pas mal de personnes que j'accompagne qui font un cycle court et accueil à la ferme avec euh, réservation en ligne, mais venir chercher à la ferme, ce qu'on fait aussi. J'ai de plus en plus de maraîchers qui diversifient leur gamme sur le marché avec des figuiers, des grenadiers, des framboisiers et qui en sont ravis. Déjà pour habiller leur table, diversification de l'offre et en fait, ça se vend très, très Mhm. bien sur un marché. Ok. Il faut juste connaître le végétal, pas raconter des bêtises et connaître ce que ça va devenir, connaître la Mhm. morphologie d'un figuier Mhm. Mhm. et savoir parler de l'ampleur du figuier, qu'il est remontant, attention à les racines, c'est la racine latérale, assez agressive, donc ne le mettez pas à côté d'une cave. Ouais, mais en fait, ça se vend parfaitement sur un marché. Le, la commercialisation en ligne, faut être prêt ou prête à vouloir se mettre derrière un ordi régulièrement. Mhm. Ça, c'est la grande contrainte. Euh, moi, ça là, ça, c'est les résultats. Mhm. Mhm. Il n'y a pas photo, hein. Ça fait Ouais. 7 8 ans que je passe énormément de temps derrière mon ordinateur. Donc, voilà. Et donc, sur un marché, ça marche. Après, il y a des coopératives qui achètent des plantes. On peut faire des appels d'offres. Mais donc, là, il faut axer sa gamme. En fait, il faut répondre aux exigences, la charte européenne, donc pour fournir des arbres aux appels d'offres. On peut aussi développer, on a une émergence de besoins pour des écoles par exemple. Et donc, on peut aujourd'hui parfaitement imaginer commencer un projet de pépinière qui est complètement axé sur des outils didactiques, la Mhm. plantation avec les enfants, le design des cours d'école. C'est ça, les 2 dernières années, ça a été fou pour nous. On a vu mais une explosion de demandes pour reverdir des cours d'école, pour travailler autour du comestible avec les enfants, de créer des petits potagers, d'installer une petite serre, de mettre des framboisiers. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, il y a, il y a, tout est encore à faire pour moi. Oui. Avec le plan France Relance, en fait, l'idée, c'est que les gens plantent et que ça vient localement, mais on a vite vu que ce n'était pas possible. Par manque de fournisseurs. Mais c'est vrai Ouais, que là, moi-même, hein, j'ai l'occasion de creuser évidemment le sujet avec mon installation comme pépiniériste aussi. Euh, bon, c'est vrai qu'assez surpris de voir dans l'annuaire de l'agence bio, bah, le fait de voir qu'on est qu'une trentaine de pépiniéristes bio en France, hein, c'est pas beaucoup. ouais. Euh, Oui, donc oui, oui, c'est rien. oui, oui. Et puis bon, voilà, forcément à 30, c'est pas possible de couvrir tous les besoins, quoi. Il y a énormément de choses à développer, hein. Absolument. Ouais. Hmm. Bah, il y a quelques grands joueurs, hein, il y a quelques grands joueurs qui sont là. Après, par exemple, encore une commercialisation. Donc, on doit demander des dérogations si on veut des plantes qui sont non bio. Pour les intégrer dans notre culture, il faut qu'ils restent 18 mois chez nous. Ça, c'est l'obligation. Mais en fait, leur site est si mal fait, Semences biologiques, il n'y a aucune automatisation, aucune synchronisation avec d'autres applications en ligne pour gérer des stocks automatiquement. Donc, par exemple, Ribanjou, on va régulièrement retrouver Ribanjou sur Semences biologiques. Si on demande une dérogation, c'est eux, ils l'ont, ils l'offrent. Mais ça veut dire qu'ils ont un ou plusieurs salariés qui
garde un stock à côté que pour le site Semences Bio. Mhm. Donc, il faut une personne physique qui entre des stocks, qui tient compte de ça, qui met tout ça en ligne. Donc, il y a Ouais. aussi un grand besoin de... Parce que j'ai une micro-ferme, ils cherchaient des myrtilles, et donc ils ne trouvaient pas. Marie Bonjour était peut-être out of stock. Et donc, en fait, ils ont eu la dérogation parce qu'ils ne trouvaient pas. Et après, ils ont entendu parler, ils nous ont appelé, et nous, on avait ce qu'ils voulaient. Il dit, mais vous n'êtes pas sur ce site. Je dis, non, madame, moi, je serais obligé de... Ah oui, j'ai encore 80 myrtilles du Blue Jay, voilà, et il faut que je les mette. Il faut que je tienne compte, je sépare ce stock parce que je ne peux pas le mettre en ligne. Mhm. Donc, en fait, tout un mammouth qui est en train de s'installer, qui est mal Voilà, peut-être foutu. pour resituer pour tout le monde cette histoire-là du site, c'est du moment où on est producteur labellisé agriculture biologique, effectivement, la règle de principe est qu'on ne peut s'approvisionner en graines et en plants que des graines et des plants biologiques eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est la règle de principe. Ouais. Alors, après, donc, il a été mis en place un site institutionnel, semencesbiologiques.org, pour Ouais. voir, pour X espèces, eh bien, on rentre dans le moteur de recherche et on voit s'il y a une offre ou pas répertoriée en France. Bon. Ah. Et grosso modo, si effectivement on n'a pas d'offre disponible, ce qui est le cas quand même de beaucoup d'espèces, hein, concrètement, hein, eh bien, s'il n'y a pas d'offre disponible, effectivement, on peut faire une demande de dérogation pour Exactement. pouvoir s'approvisionner soit en graines, soit en plants non biologiques, pour pouvoir pouvoir avoir le matériel nécessaire après pour son système. Voilà. Mais à contrario, on peut rentrer une espèce et puis se voir qu'il y a tel ou tel producteur en France, effectivement, qui dispose de plants ou de graines en bio. Alors, voilà, après, ça nous oblige pas nécessairement à faire appel à ce producteur-là, mais c'est vrai que ça lui offre beaucoup de visibilité. Mhm. Ouais, absolument. Mais bref, s'il y aura une vraie synchronisation, parce que Ribanjou vont en ligne aussi, Saint-Marc, etc. Donc, faut physiquement importer ça. Hmm. Ça, Et- ça serait les outils pour moi, avec tant d'argent qu'il y a en subvention pour l'agriculture biologique et avec ce qu'on paye comme agriculteur. Je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas en train de mettre 15 ingénieurs IT là-dessus et de développer des outils qui se synchronisent avec nos outils, quoi, bref, qui offrent des vraies solutions numériques et Mhm, mhm. optimisées. Ce Oui, qui est dommage, parce mais que voilà, effectivement. il y Et aura beaucoup moins de dérogations à faire. Beaucoup effectivement, moins, il y en aura encore, mais mhm, on pourrait s'imaginer de se lancer mhm, dans une niche spécifique et avoir l'espoir qu'il y a une demande de malade, de ouf. mhm, mhm. Tous les agricultrices et agriculteurs en habit, ils sont là en train de chercher, mais ils ne trouvent pas. Ouais. Mais c'est Bah, là. C'est effectivement, là. alors c'est vrai que on peut s'approvisionner sur du plan qui ne serait pas alors qui n'est pas donc bio, mais c'est vrai qu'après pour pouvoir le reproduire et vendre par X méthode de reproduction, et après pouvoir vendre ces plantes en tant que plan bio, eh bien il faut avoir au moins 18 mois de culture avant de pouvoir faire la reproduction. Donc ça Absolument. met quand même un gros laps de temps. Ça, la Ouais. contrainte est importante. C'est vrai que moi-même, là, j'ai balayé tout ce que je pouvais trouver comme fournisseur pour tout ce qui est des porte-greffes. Un fruitier en bio, c'est Et quasiment rien, quoi. C'est très difficile d'en attention, trouver. attention, la dérogation n'est plus possible à partir de juin 2023. Hein. Mhm. Attention. Là, Eh oui, eh oui. ils font un grand coup de pied dans le métier de pépiniériste. Oui, oui, ça, c'est vraiment problématique, hein, effectivement. Ouais. Eh oui. Donc, voilà, Yoris, ou d'autres personnes qui veulent cultiver en bio, Mhm. tout ce que vous trouvez cet hiver, achetez-le et plantez-le en pleine terre. Et après, il faut anticiper sur la Effectivement. culture de porte-greffe. Mhm. Et là, ça va être hyper méga problématique. Oui. Alors, c'est vrai que le métier de pépiniériste, c'est aussi un métier de planificateur d'aciculture. Est-ce que tu aurais un logiciel particulier à recommander là-dessus ou tu as développé Pour quelque chose de planifier. maison? Oui, la planification. Nous, on installe des objectifs de saison, des objectifs trimestriels qui souvent correspondent à la saison, hein, trimestriels, semaines et mois.
Et entre-temps, non, je n'ai pas vraiment un logiciel. C'est juste que je travaille avec Trello. Et c'est Kathleen et moi qui font ça. Donc, Trello, c'est un logiciel où on peut partager avec ses collègues des tableaux, des étiquettes, ils appellent ça, assez bien organisés, avec énormément de potentiel. On peut importer des fichiers, c'est vraiment drag and drop, c'est hyper ergonomique. Et en fait, j'organise ça en Trello. Toute Oui. cette organisation, elle est en Trello, et donc c'est très clair pour mes collègues. Ils viennent plus me demander qu'est-ce que je peux faire là. Toutes les tâches sont dedans, tâches journalières, trimestrielles, mensuelles. Et entre-temps, on le fait depuis un bail de temps, et on le sait en fait, on sait. On le sent autant, on est dehors tout le temps aussi, moi un peu moins, mais Nico, entre-temps, voilà, ils ont commencé à libérer les jauges, ils ont commencé à préparer les tranchées pour la mise en jauge, ils ont commencé à enrouler les tuyaux d'arrosage en pleine terre, les gouttes à gouttes, voilà, parce que là, on va sortir les grelinettes, on va sortir la remorque, et c'est parti. Euh, c'est parti pour mes collègues à faire le boulot. Ben, je vais dire aussi, bien évidemment, mais on le sait entre-temps, on le sent. On le sent avec les nez. Mais donc, Trello est pour moi une solution. Ou d'abord Excel, hein, éventuellement organiser Excel. Ouais. Ouais, ou LibreOffice pour la version Ouais, logiciel libre, oui, mais absolument. exactement. Il n'y a aucun logiciel spécifique fait Ok. pour ce métier à ce que je sais. Oui, Faire erreur de moi ma non part. plus, hein, j'ai cherché, rien trouvé. Ok. Ouais, alors je pense qu'il y a quelques... Ouais, il y a ces deux éléments qui sont importants à préciser. C'est quel est déjà le mode de... Comment tu fais la production sur tes apps greffées? Donc tu vas avoir deux productions finalement en parallèle à la base, hein, la production des porte-greffes et la production des Ouais, greffons. ouais. Alors si tous les deux sont donc des variétés, et pas l'espèce type, hein, mais donc tu peux repréciser comment ça se passe? Ouais. Donc, bah, il y a les porte-greffes, c'est par semis ou par bouture en marcotte, ou en hydroculture, ce qui marche le mieux, bien évidemment, mais ce qui n'est pas permis. Et en fait, ce qu'on a découvert cette année, c'est par un oubli, on a découvert que dans l'eau, donc une eau qui est dynamisée, on a des bacs à côté des gouttières qui sont fournis en eau régulièrement, et on a oublié des grosses coupes de MM106. Et à notre étonnement, ils ont fait des racines en no time. Donc, on se dit que voilà, dans des bacs d'eau pluviale, c'est pas trop l'hydroculture. Voilà, on va peut-être pouvoir, comme on fait des boutures avec des saules, on va faire des bottes de MM106 et de francs, et on va les mettre dans l'eau. Après, marcotte en but, beaucoup de manutention, mais c'est une méthode qui est la plus ancienne et qui est très efficace, hein. C'est qu'en fait, on va faire, une fois qu'on a des jeunes pousses, on va d'abord, si on a une tige unique, on va la couper, qui a une bifurcation, donc on en a moins 3 la première année, ou 5 si on a de la chance. On va faire une butte là-dessus, on va juste laisser l'apex, le bourgeon terminal sortir de notre butte de terre. On met un peu de sciure dedans aussi, pour que ça colle bien ensemble. Et en fait, pendant la saison estivale, dans cette butte de terre, ces jeunes tiges vont faire des racines dans cette butte. Donc, en saison automnale, donc en dormance, quand les feuilles sont tombées, on va venir enlever cette butte et on va couper à ras de sol. C'est 3 ou 5 tiges qui sont donc des porte-greffes qu'on va pouvoir mettre en jauge et on va pouvoir greffer dessus. Et donc, l'année d'après, elle va se bifurquer de nouveau, elle va faire 7 ou 9 tiges. Et donc, on va remettre une butte dessus, et sur un pied, après 2 ans, on en récolte. Et donc, ça va en crescendo. Ça, c'est la marcotte en butte. Après, il y a le semis. Donc, le semis où on doit respecter la stratification. Mais on peut donc récolter, si on a de la chance, de pressage de jus artisanal. Et les broyeurs qui sont utilisés pour broyer, par exemple, les pommes, les poires, les coings, on peut récolter le marc des pommes, voilà. Euh, donc pour faire des semis de pépins. Donc, il faut laver, parce que sinon, ça acidifie trop. Il faut laver, sortir donc les pépins et les semer.
Mhm. Châtaignier, noyer, c'est par semis. Prunier, mirobolant, etc., c'est par semis aussi ou par marcotte en butte. Marcherait bien, ou marcottage classique, ça peut l'être aussi. C'est en fait, une fois qu'il bifurque, en fait, on peut juste poser des pierres dessus, les plier, poser des pierres dessus. Mais donc, ça, c'est énormément de manutention, c'est énormément d'espace aussi qu'il faut pour ça. Et donc, avec l'épine dans les pieds qu'on va avoir à partir de juin 2023, moi, je me pose des réelles questions sur la bouture en eau. Parce que les rosacées ne sont pas évidentes à bouturer. C'est vraiment une famille qui n'est pas évidente. Et, et voilà, on est devant ce défi-là. Ok, ok, ok. Parce que pour resituer, tu disais qu'il y avait un mode de production qui n'était pas possible en agriculture biologique, qui était l'hydroponie. Voilà. Ouais, tout ce qui est Peut-être hydroculture, en resituer. fait. Ok, ok, ok. Ouais, il y a l'hydroponie, qui est donc la culture en eau où, en fait, on va rajouter des amendements de synthèse dans un circuit aquatique. Il y a la bioponie où on va cultiver dans l'eau ou voilà, avec un circuit d'eau fermé, mais où on va rajouter des amendements d'animal ou des amendements organiques, Mhm. des purins, etc. Il y a l'aquaponie, en fait, l'amendement est fait par la déjection des espèces aquatiques d'eau douce. Donc, ça va des crevettes, écrevisses jusqu'à la truite, jusqu'à l'esturgeon, en passant par le poisson rouge. Et en fait, leur déjection minéralise en fait donc ton circuit d'eau. Mais on a plusieurs supports. On a donc les supports flottants en polystyrène qui sont moyens, je trouve. Et après, on peut aussi travailler avec des galets de rivière, des petits galets, ça devient beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vivant parce que j'ai testé depuis, ça va faire 4 ans que je teste. Il y a des vers de terre dedans. Et après, le sable. Et après, la sabloponie. Donc, en fait, les poissons, leur déjection commence un cycle d'azote et en fait minéralise ce sable. Et ce sable, ça s'approche pour moi le plus de la terre. On peut même imaginer de tels systèmes avec du terreau. Mhm. Donc, je crois qu'on a peut-être un challenge à mettre Mhm. en face de la charte biologique. Mhm. Pourquoi pas? Parce Ok. que comment on peut être contre le poisson et comment, avec une pompe, avec des eaux pluviales et avec du terreau. Mhm. Donc, moi, je me pose réellement des questions Ouais. s'ils ne se trompent pas et qu'ils changent leur charte dans certaines directions parce qu'ils veulent qu'on cultive dans un agrégat vivant. Et donc, ils considèrent que le terreau, euh, comme substrat pasteurisé, est vivant. Il ne l'est pas Mhm. du tout. Mhm. Quand on le sort d'un sac, c'est pas du tout vivant. Il n'y a aucun mycélium dedans, il n'y a pas de vie dedans, il n'y a pas une graine dedans, rien. Donc, en fait, ça devient vivant grâce à nos interventions et grâce au fait qu'on les expose aux éléments. Mhm. Euh, donc, je crois que la charte, Ouais, je vois. elle est pas encore complète. Mais ils continuent d'appuyer dessus, donc ils sont quand même à se poser des questions. Ils commencent quand même à se poser des questions, mais il faut beaucoup de pionniers, il faut des gens qui osent, en fait, qui osent, qui peuvent montrer que c'est possible. Voilà. Mhm. Mhm. Ok. D'accord. J'ai fait un Euh, discours peut-être polarisant, mais Euh, J'avais un autre questionnement technique qui était sur quelle technique tu utilises en serre sur les tout débuts de saison, janvier, février? Est-ce que, parce qu'en gros, il y a deux techniques hein, dans la profession, soit de la table chauffante, ou sinon on va être sur de la couche chaude. ouais. Sur quoi est-ce que tu es parti? Est-ce que ton Pour point les de vue semis, sur l'avantage, l'inconvénient des deux? et la bouture. Pour les semis, déjà pour les semis. En tout cas, dans notre situation, donc dans une situation de départ où en fait le temps et les ressources financières, ils sont toujours un peu en symbiose. Moi, j'appelle ça les 4 piliers, et le savoir-faire et les gens. J'appelle ça les 4 piliers. Au début, les couches chaudes, c'est parfait parce qu'on a du temps, on n'a pas de budget. C'est une ressource gratuite, mais c'est énormément de manutention. Donc, c'est beaucoup de temps.
Quand on commence à faire de la course, etc., on va plutôt penser à investir dans des plaques chauffantes avec de la cellulose, du matériel professionnel pour gagner en temps, parce qu'on a gagné en ressources financières et on gagne en temps. Et en fait, c'est réutilisable. On n'a pas à repelleter, repelleter, repelleter. Mais les couches chaudes, c'est fabuleux. C'est absolument fabuleux. Et donc, je suis un grand fan de ça, mais c'est juste, nous, on met en balance tous ces éléments-là, les 4 piliers. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour ça ou est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'acheter des plaques chauffantes professionnelles pour gagner en temps, pour que l'année prochaine, elles soient encore là, parce qu'on les a nettoyées, elles sont propres, voilà. Et on a besoin de moins de personnes aussi. Et en fait, ces personnes peuvent faire autre chose. Donc, j'ai plaques chauffantes aussi pour la stratification. Au début, vous pouvez faire dans votre frigo personnel, mais ça amène à des discussions maritales, si je le dis correctement. Et donc, moi, je vous conseille quand même un frigo pépinière. Très intéressant. Ouais. Aussi pour les greffons. Hein. Pour les greffons, si on commence à récolter les greffons au mois de janvier, si vous n'avez pas de cave, en fait, un frigo, c'est un indispensable. Mhm. Ok. Et, toujours sur les techniques de multiplication, toi, pour les arbres, tu es parti sur quelle technique de greffage et pourquoi? Ouais, sur les fruits à pépins, on fait de la fente. C'est pas la plus belle greffe du monde. Mhm. Et aussi en écusson en été, mais en fait, ça produit beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Mhm. Mais on commence quand même à revenir de ça. Et c'est de nouveau ces 4 piliers. Donc, au début, on était dans une démarche de produire de la quantité. Et en fait, on revient de ça grâce à nos expériences et cet espace où on en est aujourd'hui. Et on va beaucoup plus vers l'anglaise compliquée. Pour les fruits à coque, c'est obligé, anglaise compliquée. Et en écussant, ça va encore plus vite s'il y a une équipe expérimentée de 2-3 personnes. Ça va encore plus vite, mais en fait, je trouve que c'est vraiment une greffe qui est faible. Donc, dans le temps, on a quand même souvent des casses. Des casses parce qu'en fait, la greffe, quand on a la porte-greffe, la partie, le greffon, donc l'œil dormant, il est greffé à côté. Et en fait, cette asymétrie de la partie greffée par rapport au porte-greffe est pour moi vraiment menaçant pour la longévité de l'arbre. Mhm. Donc, meilleure greffe du monde, anglaise compliquée, sans aucun doute. Elle, plus lent, mais la meilleure parce que sur certains arbres, on le voit même plus jamais. On peut même pas Mhm. dire si elle est greffée ou pas. Et donc, en fait, c'est la symbiose parfaite. Mhm. C'est une symbiose absolument parfaite. Ok. Et quand tu dis plus lent, c'est le temps que le greffon prenne, hein, c'est bien ça. Pardon? C'est le temps que, quand tu dis plus lent avec l'anglaise compliquée, c'est le temps que la pousse Ah ouais, se on fasse au produit niveau du donc, non, greffon? en fente, moi j'en fais 150 en une journée. En anglaise compliquée, je vais être à la moitié, à Oui, 75, oui, oui, 80. Ouais. d'accord. C'est Bon, beaucoup plus fin. ouais, je En vois. fait, on a 2 coupes, il faut qu'elles correspondent, il faut que les diamètres correspondent. Après, on a les petites languettes à Mhm. mettre, il faut Oui, les encocher. Quand on met le ruban, en fait, c'est. ouais. Et en fait, la fente, c'est tac, tac. Mhm, Oh, mhm, mhm. oh. Ouais, Voilà, c'est tout ça, quoi. ok, ok, ok. Mais il y a des différences après, une fois la greffe réalisée, entre ces différentes méthodes, sur le temps pour que le greffon prenne. Enfin, je sais pas, est-ce que tu as vu des différences significatives? Il faut qu'elle prenne en minimum 3 semaines, trois, Mhm, 4 semaines, il faut qu'elle prenne mhm. ça Ok. d'office. C'est juste que la blessure est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belle sur Mhm, une anglaise compliquée, jusqu'à ne plus pouvoir voir qu'elle a été greffée. Et en fait, une fente, elle va faire un bourrelet qui va mhm, disparaître. Mais donc, on a souvent, quand on achète des sillons qui ont été greffés, qui ont 1 ou 2 ans, en fait, on voit encore la fente dans le porte-greffe où on a un petit bourrelet qui disparaît plus tard. Mais comment expliquer ça? mhm, Et après, parfois, quand en fait la partie greffée va pousser vite, mhm. cette asymétrie, elle casse, elle peut casser ou avec le vent. Ok.
Donc ça, et aussi, en fait, on a de l'eau stagnante souvent. Donc le porte-greffe, on va faire une coupe et souvent, ça fait un petit plateau à côté du greffon et donc on a de l'eau stagnante. Donc on a voilà, la multiplication de champignons, pénétration de l'eau dans la partie greffée, pourriture, boum, casse. Donc, mais cette greffe a été inventée par les rosiéristes et les pépiniéristes d'arbres fruitiers parce que c'est des productions incroyables en une journée. En écusson, si on va vite, à 2 personnes, on fait quoi? 800, 1000. Hmm. En fait, Ok. c'est pour ça, quoi. C'est vraiment la bam, 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 bam. Incision, encoché, zoup, tac, tac, souffle. Tac, tac. En fait, chaque 15 à 20 secondes, une écusson est faite avec 3 personnes. Ouais. Ok, ok. Bah écoute, moi j'ai fait le tour des questions que je voulais aborder. Euh, Tu fais aussi de Ah, merde. l'accompagnement Pardon. de l'accompagnement des gens qui sont sur des projets de pépinière. Est-ce qu'il y en a qui sont, je sais pas, visibles ou documentés à ce jour? Ouais, bah, il y a un poulain qui commence à se manifester dans l'univers Internet, Corentin Ennui, de Arbuste Fruitier, qui m'a bien écouté et qui se manifeste. Il y a Nicolas qui est à Monteparus, quelque part dans le Jura, si je le dis, mais qui est surtout sur des marchés et qui commence à se manifester avec les croqueurs de pommes locaux, mais il a monté son site, mais il n'est pas encore très visible, très visible Mhm. en Ouais. ligne. Donc, en fait, c'est pour ça. Après, il y a les 3 frères qui commencent mais eux, ils vendent en circuit court. Mais en fait, le poulain le plus explosif et le plus présent et qui a bu chaque mot que je lui ai dit, c'est Corentin. Corentin, il commence à se manifester complètement. J'ai même eu des retours des personnes qui m'ont dit: Ouais, on suit Corentin, que vous avez accompagné. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y a aussi, je suis en train d'accompagner encore accompagner une dame qui fait une marque sans visage, donc on ne va jamais voir son visage. Parce qu'elle ne veut pas. Voilà, ça, c'est un choix qui est parfaitement possible, mais qui a un grand, grand, grand potentiel, qui va certainement occuper une très bel espace en ligne aussi. Il y a quelqu'un qui est sur les alpagas et les lamas. Ça va être rigolo. Je ne suis pas sûr qu'il faut être dans cette niche-là. Mais peut-être qu'elle, je ne sais pas. Et un projet très excitant, c'est que je suis sur un projet de 3 hectares. Allez, j'accompagne. Un projet de 3 hectares de porte-greffe en bio. Donc ça, c'est Mhm. très excitant. C'est un couple, ils ont un peu de budget, ils ont un peu de moyens, donc il faut un peu ça va être un peu machinal. Mais voilà, avec le potentiel, en fait, ils ont la vision étincelante d'éventuellement vouloir agrandir, si ça marche, avec le potentiel d'agrandir avec des terres autour. Donc ça, c'est excitant. Mais donc, avant qu'ils vont sortir leur premier produit, on parle de 2023 pour une petite gamme. Voilà, mais pour le reste, c'est très visible. Ok. Parce que Pour ce dernier. Corentin, en fait, je l'ai quitté la dernière fois, je l'ai quitté, c'était l'année passée. En fait, Ok. il faut minimum 12-18 mois avant que. Et encore. Et dans le dernier Bon. projet que tu évoquais en couple, il y a un nom déjà, ils sont visibles ou pas? Non, non, Ok, d'accord. non, voilà. Il n'y a pas encore un nom, ils sont dans l'Allier. Ok. Euh, Ouais, je crois qu'ils voulaient le nom de famille, mais bref, ça, il faut encore qu'on Ouais. étudie. Bon, ok. Bah, ils peuvent, hein, pour une telle gamme, Ouais. ils peuvent. Ouais. Mhm, mhm. Je vais vous les présenter, je vais les Ouais, interviewer. ouais, non, non, mais c'est super parce qu'effectivement, hein, je le constate bien, hein, l'énorme déficit sur les porte-greffes bio, là, Ouais. c'est un vrai goulet d'étranglement hein, pour la filière. Absolument, et c'est aussi un très grand défi pour des porteuses et porteurs de projets de ça. En fait, c'est très technique, il y a beaucoup de technicité, il y a un peu de machine, il y a ces grandes surfaces, ces grandes quantités, mais c'est une demande incroyable. Et donc, le débouché, il va être avec une facilité incroyable. Mm.
Donc, ils n'ont pas à investir dans le marketing, etc. Ça, il n'y aura pas besoin. En fait, ça, entre pépiniéristes, ça va déjà papoter. Donc, en fait, le débouché, il n'y aura aucun souci. Mais en fait, donc l'année prochaine, j'ai un projet de visite des pépinières et des jardins. Donc, en fait, mon nouveau projet pour 2023, ça va être ça. D'accord, ça marche. Donc, je vais visiter des pépinières déjà bien établies, avec 20 ans d'expérience, et des pépinières qui viennent de commencer. Et donc, beaucoup des personnes que j'accompagne aussi, qui sont dans le début, leur galère, là, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et des jardins botaniques et des jardins forêts. Euh, et donc, voilà, c'est mon nouveau projet, je vous le présente, voilà, en premier. J'ai envie de faire ça. Donc, je vais faire une année avec mobile et petite tente et je vais vadrouiller. Ça marche. Est-ce qu'il y a des réseaux que tu recommanderais pour des gens qui veulent se former et puis rentrer dans cet univers-là? Bah, entre-temps, ouais, en France, en Belgique, j'ai pas trop. Faut surtout visiter. Visiter des pépinières, faire des stages, entrer en stage. Après, il y a Rémi Champy, Jardin des Merveilles, qui fait un stage physique. Nous accompagnons avec donc subvention Vivea, donc pour déjà des personnes qui sont en porteuses de projets, agricultrices, agriculteurs, avec le CPF. Mais c'est un format numérique. Il y a quoi d'autre? Il y a des BPREA, horticulture, où en fait ils vont pousser un peu plus vers les cultures classiques, les grosses surfaces, etc. Mais les retours que j'ai, c'est quand même très intéressant au niveau de la technicité. Et on a l'avantage, si on n'a pas 40 ans, on peut choper la dotation jeune agriculteur, qui est parfois non négligeable. Mhm. Et je crois que là, on a presque fait le tour. Je sais que la forêt nourricière aussi fait des formations de multiplication végétale et je ne suis pas sûr, mais peut-être Fabrice Desjours, il fait aussi des formations. Oui, oui, effectivement, ouais. Dans Ouais, l'association de la forêt gourmande, ouais. ouais, Ok, et c'est ça. puis oui, tu évoques aussi enfin, le réseau des croqueurs de pommes qui sont des particuliers qui sont passionnés par l'arboriculture. À la Culture, greffe, ouais. donc Ah bah voilà. oui, oui, Mhm. grave. Mhm. Ouais, ouais. Et en fait, si on a les moyens de temps et financiers de faire du bénévolat, de faire des stages, je crois que là, en fait, l'apprentissage est en le faisant. Et, euh, et à la maison, il faut commencer à expérimenter, en fait. Mhm. Des personnes qui n'ont jamais greffé, ben, je dis, mais prenez des bouts de saule des vanniers, allez-y, go. Affûtez votre greffoir et on y va, hein, le soir. Ouais. On n'arrête pas, hein. Même si on fait un bordel incroyable autour du siège, on apprend. Et sur sur des bouquins, globalement, sur l'arboriculture, est-ce que si tu devais dire, allez, un ou deux références qui sont vraiment, vraiment incontournables, ça serait quoi? Autour de la pépinière, il y a très peu d'œuvres, hein. Ouais, Il y a très, très, très peu à dire, presque rien. Il y a La pépinière c'est un bouquin des années 1900, avant la Première Guerre mondiale ou juste après. La pépinière, c'est un d'accord. gros bible très épais. J'ai oublié l'auteur, mais c'est rigolo parce qu'en fait, on parle voilà, de la charrue, cheval de Mhm. trait, les Mhm. outils à l'ancienne. Ap- Après, c'est surtout dans les vieilles heures. Après, vraiment en pépinière, Ouais, j'ai en pépinière pure et dure, il y a effectivement, hein, j'ai fait mes recherches aussi. c'est très, 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 Il y a très, rien très du tout. vieux. Ouais. Ouais, ouais. Bon, Donc, oui, il y a plus de choses. Alors, sur la technique du pépinérisme, effectivement, après, sur l'arboriculture, il y ouais, a heureusement quand même plus de choses. ouais. Ouais, sur Ouais. l'arboriculture, le jardin forêt, l'agroforesterie, il y a déjà énormément d'œuvres. Mhm. Oui, Euh, d'ailleurs, il y en a une là. J'ai trouvé, mais la publication est récente, hein, c'était au début d'année. L'encyclopédie des fruitiers sauvages ah, nice. de Génial. Helmut Pirk aux éditions Ulmer. Génial. Ça, c'est vraiment super. Ah oui, je m'imagine. Ouais.
les fruits qu'on ne connaisse plus, Oui, bah quoi. en fait, finalement, ça balaye la plupart des espèces de fruitiers, quoi. Finalement, il y a Ah, vraiment que les grands et les hyper classiques qui n'y sont pas, finalement. C'est ah ouais, une grosse mine d'informations. ok. Mm. Bah, donc, ouais, bah, pour ce qui concerne la pépinière, il y a peut-être encore des œuvres à faire, hein. Là, pour le moment, je suis sur la sylvopasture, mais j'aurais peut-être. Parce que là, mon premier livre, j'ai concentré sur le hors-sol, en fait. Sur le hors-sol et un peu un modèle économique et surtout pour motiver les personnes à s'installer. Ça, c'était la mission. Mhm. Et en fait, c'est surtout sur les cultures en pleine terre avec un éthique de façon durable, avec le moins d'intervention machinale ou même aucune. Là, il y a beaucoup à faire là-dessus. Mhm. Beaucoup à Mhm. faire là-dessus. Mhm. Mhm. Et donc Bon, là, il y a du boulot, ouais. pourquoi pas. Ouais. Non, C'est mais pour bon. ça que, en fait, j'ai trouvé, c'est pour ça ma réflexion d'aller visiter, filmer et mettre à disposition sur YouTube, pour moi, l'année prochaine, aura une valeur inestimable parce que je vais aller vers les gros qui font 200 hectares pleine terre. Mhm. Je vais aller vers les grosses ventes en enchères à Toulouse de végétal et je vais aussi bien aller vers les petits collectionneurs de Mhm. figuiers ou de légumes vivaces et tous ceux qui démarrent. Donc, en fait, je veux toute cette panoplie de personnes qui s'occupent du végétal Ouais. et on va faire des interviews, beaucoup parler de Super. technique. Ouais. Super, super. Bah, c'est vrai, hein, c'est super bienvenu parce que c'est vrai au jour d'aujourd'hui, sur le YouTube francophone, bon, ce qui relève du jardinage, ou ce qui relève du maraîchage, maintenant, ça va, Ouais. c'est bien documenté, mais Ouais. oui, pour ce qui nous intéresse, Ouais. il Non, n'y a pas la grand-chose, pépinière, hein. non. Il n'y a vraiment pas Ouais, grand-chose, c'est hein. ça, mais en fait, c'est une idée de ma chérie, hein. Elle m'a dit, mais Wally, pourquoi pas? Parce que j'ai un peu envie de vadrouiller, j'ai envie d'aller vers d'autres projets. Mm. Euh, et donc, voilà, c'est ça, c'est mon défi, c'est mon nouveau projet euh, pour enseigner. Bon, Et bah, je crois apprendre aussi. C'est ça qui est intéressant, parce que je suis sûr que je vais encore découvrir des choses que je n'ai pas encore découvert. Donc, je suis excité comme une puce pour faire ce projet-là. Bon, bah, super. Bah, écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour là, puis bon, ça, je pense que ça commence déjà à être assez long comme vidéo. Voilà, bah écoute, écoute, si dans le public, si vous avez des questions sur le système, etc., vraiment, je renvoie sur la chaîne YouTube et puis le site internet La Pépinière Atmosphère, hein, il y a déjà beaucoup de ressources qu'on peut y trouver. Puis écoute, écoute, hâte de voir la suite, hein. Ouais, ouais, super. Ouais, et s'il y a des personnes qui sont intéressées dans une promotion sur le livre, n'hésitez pas de me contacter sur info@formation pluriel du 6 atmosphère.fr. Je peux vous envoyer un lien. Ça Euh, marche. pour 4,70 €, vous avez 122 pages de format numérique. Si jamais ça vous intéresse de savoir plus sur un système hors sol de 200 mètres carrés. Et, euh, et voilà, moi, je vous remercie. Je vous remercie. Finalement, on est resté que trois. Romain Oui, oui, oui. On a peut resté rester un avec petit nous, peu c'est du chouette. Ouais, ouais, je suis encore là. Est-ce que, Romain, tu as des questions? Peut- Ouais, j'aurais une question à Ouais. Walter. Du coup, moi, c'est plus pour un projet perso, mais c'était pour savoir s'il y avait possibilité de faire du woofing éventuellement chez vous, si vous preniez des woofers ou pas. Ouais, on sélectionne sur profil, absolument. Ouais. Woofing, Ouais. bah, t'as une belle tête. Tu m'as l'air d'être un gars sympa. Allez, viens. En fait, faut me contacter sur info@formation atmosphère avec voilà, un peu de motiver ta participation. Et ce qu'on demande, c'est de s'héberger, sauf de quand même s'héberger dans le village, parce que ça dépend de l'époque où tu viens, tu veux venir. Ouais. En Euh, avril, ouais. Ouais. en avril, ouais. Bah, de s'héberger quand même, parce que là, c'est juste pour donner une idée, on est en train de faire le Love Shack, donc on aura un groupe de 17 personnes, plus on a toute l'équipe. En fait, ce qu'on Ah demande, oui. c'est ça, et après la casse-croûte à midi, ramener la bonne humeur et la casse-croûte, et pour le reste, on donne tout ce que Yes. veut.
Et surtout, dans un contexte de woofing, sur stage, moi aussi des stages BPREA, etc., je pousse un peu plus. Mais sur un contexte de woofing, je travaille avec ce que tu veux apprendre. Je ne veux pas te donner des tâches récurrentes et dire, allez, on va balayer le schéma central pendant 2 jours. Ça ne sert à rien. C'est plutôt sur te sentir, est-ce que tu veux apprendre et après. Ok, J'ai super. eu un woofer l'année passée, il a touché à la greffe anglaise, il était trop bon après 2 jours, il a fait que ça, il a kiffé, quoi. Donc c'était quand même récurrent, mais il a kiffé, il est rentré avec plein de... Ouais, j'en avais fait un peu de la greffe, mais bon, Ok. il y a pas de... Mais ouais, ok, ben, je te ferai un mail. Attends, donc info, pas sur info atmosphère, mais donc formation atmosphère.fr. Comme ça, parce que moi, c'est ma boîte directe. Sinon, ça, c'est Ouais, d'accord, ok. dans les commandes de plantes. Ouais, super. Ça marche. Bon, écoute, on va conclure ici. Ouais. Ah, bon, Merci Yoris, merci Romain. Et Merci merci beaucoup à aux toi, merci à spectatrices et Joris. spectateurs qui plaisir. viennent. Avec grand plaisir. Ok. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Belle fin de journée. Allez, bonne journée.